Bienvenue chers amis thérapeutes, je suis Julien de Réussir comme thérapeute, je suis ravi de faire cette vidéo et aujourd'hui j'ai envie de vous parler de quelque chose, d'une discipline que je trouve extrêmement puissante qui s'appelle l'entretien motivationnel. Vous allez voir, c'est une technique qui peut être utilisée quelle que soit votre discipline thérapeutique et qui va vous aider à accompagner vos patients dans le processus de changement. Je vous invite en attendant à vous abonner à cette chaîne pour avoir du contenu 100% dédié aux thérapeutes et je vous invite à liker cette vidéo si elle vous plaît naturellement. Et je vous dis à très vite. Alors, qu'est-ce que c'est que cet entretien motivationnel? Eh bien, il y a un certain William R. Miller, un Américain, qui a été très intrigué dans les années 80 de constater que tous ses collègues psychologues, psychiatres, accompagnants qui travaillaient avec les alcooliques lui remontaient systématiquement les mêmes caractéristiques par rapport aux populations qui suivaient. Pour eux, les alcooliques étaient des menteurs pathologiques, étaient des personnes à qui on ne pouvait absolument pas faire confiance. Alors, plein de petits noms d'oiseaux comme ça, pas très agréable. Alors William Miller, qui est quelqu'un qui croit profondément à l'humanité, s'est dit mais attendez, là il y a un problème. Cette population d'alcooliques, statistiquement, eh bien, elle est représentative de la population générale. Donc si on me remonte ces caractéristiques-là spécifiques pour ces alcooliques, c'est pas lié aux personnes en elles-mêmes, parce que parmi les alcooliques, vous avez des gens très différents. C'est sans doute qu'il y a un impact direct de l'environnement et de la manière dont ils sont pris en charge. Alors il s'est intéressé un petit peu à la compréhension de ce phénomène et il a très vite compris que dans les années 80, aux États-Unis, la manière d'aborder l'alcoolisme et la dépendance était dans un style très directif. Vous voyez, vous aviez des professionnels qui s'appuyaient un petit peu sur leur posture et qui donnaient des consignes très fermes aux alcooliques pour les aider, soi-disant, à sortir de leur dépendance. Alors évidemment, ça ne fonctionnait pas, et l'entretien motivationnel va vous expliquer pourquoi. Alors ce qui est important de comprendre par rapport à cette approche d'entretien motivationnel, c'est l'analogie qu'on va pouvoir faire dans la posture du thérapeute et dans son métier avec celui d'un guide. Si vous voulez, si vous imaginez une sorte de ligne continue qui correspond un petit peu aux différentes modalités d'accompagnement de vos patients, vous avez à une extrême ce qu'on peut appeler, si on utilise des verbes d'action, diriger, et à l'autre extrême, suivre. D'accord ? Et entre ces deux extrêmes, eh bien, vous avez l'action guidée. Et le thérapeute doit être positionné comme un guide. Alors si on prend cette analogie du guide, par exemple du guide touristique, eh bien, un guide, ça va être quelqu'un qui va être compétent, qui va à la fois vous emmener et vous conseiller certaines visites, mais qui ne va pas être fermé, qui ne va pas vous les imposer, qui va être aussi à l'écoute de vos spécificités, de votre situation particulière, pour éventuellement modifier un petit peu son plan et vous guider dans des directions qui n'étaient pas forcément prévues au départ. Eh bien, c'est exactement de cela dont on parle, et ce qui nécessite cette posture, une véritable capacité d'écoute, et une posture qui ne soit pas une posture haute, mais qui soit une posture authentique. D'accord ? Donc on ne va pas être directif, on ne va pas imposer les choses, on ne va pas se contenter de suivre non plus nos patients, on va les guider. Donc l'entretien motivationnel repose exactement à cet endroit-là. Alors pourquoi est-ce que ça va être important ? Ça va être important parce qu'il y a quelque chose qu'on peut qualifier et que Miller qualifie de réflexe correcteur. Alors il y a une phrase que je trouve très belle qui est de dire que toute personne qui accepte de rentrer dans la souffrance d'un étranger est une personne admirable. Et vous, en tant que thérapeute, eh bien, vous êtes des gens admirables. C'est pour ça, et c'est ce qui justifie mon engagement avec Réussir comme thérapeute, et c'est pour ça que je vous appelle aussi les entrepreneurs du cœur. Vous faites vraiment un métier fantastique et j'espère que vous en êtes totalement conscient parce que vous acceptez de mettre votre énergie, vos compétences, vos qualités humaines au service de la souffrance d'autrui, et ça, c'est un engagement magnifique. Alors, qu'est-ce que c'est que ce réflexe correcteur ? C'est que quand on est, du coup, dans cet engagement du thérapeute, eh bien, on peut très facilement tomber dans un travers qui est de vouloir, coûte que coûte, aider notre patient. On a été formé,
on sait ce qui est bon pour lui, et donc on va vouloir d'une certaine manière lui imposer de manière un petit peu trop directive. D'accord ? Et c'est ce qu'on appelle le réflexe correcteur. Alors évidemment, ce réflexe correcteur, eh bien, on peut s'apercevoir très facilement qu'il ne fonctionne pas. Hein, vous savez, alors il y a cette phrase qui est attribuée aux Chinois, je ne sais pas si c'est vrai, mais que j'aime beaucoup. Ce n'est pas en tirant sur une plante qu'on la fait pousser plus rapidement. Ça dit exactement pourquoi ce réflexe correcteur ne va pas fonctionner. Alors si maintenant on rentre un petit peu dans le détail de ce que nous dit la modélisation de l'entretien motivationnel, l'entretien motivationnel va nous expliquer que ce réflexe correcteur ne fonctionne pas parce que la plupart, écoutez ça c'est très important, la plupart des patients que nous avons en face de nous sont dans l'ambivalence. Alors qu'est-ce que c'est l'ambivalence ? Eh bien l'ambivalence c'est finalement, je sais que je dois changer. Hein, si le patient est dans votre cabinet, c'est très souvent qu'il sait qu'il doit changer. Mais en même temps, je suis quand même encore attaché à mon état précédent. Je suis quand même attaché à ma mauvaise habitude, par exemple, de fumeur ou d'alcoolique. Donc, j'ai envie de changer, mais en même temps, je n'ai pas envie de changer. Et c'est cette ambivalence-là qui va faire que le réflexe correcteur ne va pas être efficient. Parce que qu'est-ce qui se passe ? Et là aussi, il y a une modélisation qui est assez intéressante. Il faut que vous imaginiez vos patients comme en fait des gens qui, dans leur tête, ont plein de petites voix comme ça. Il y a une sorte de réunion, de conférence qui se tient là-haut, avec des gens qui ont des discours différents. Ah oui, c'est vrai que tu es en surpoids, qu'il faudrait que tu perdes ce poids. Ah oui, c'est vrai que ta relation est toxique, il faudrait vraiment que tu en sortes. Et puis vous avez des voix qui, au contraire, qui disent « Oui, ma relation est toxique, mais tu l'aimes, et oui, et tu as des enfants. Oui, tu dois perdre du poids, mais finalement, ces rondeurs, ça a quand même du bon. » Donc, vous voyez, et puis l'alimentation, la nourriture, j'adore ça. Enfin, donc vous avez comme ça ce concert de voix contradictoires. Donc qu'est-ce qui se passe si vous, en tant que thérapeute, eh bien, vous basculez dans ce réflexe correcteur ? Eh bien tout simplement, vous allez venir braquer l'une de ces voix. Si vous dites oui, effectivement, vous pouvez faire le constat que vous avez 10 kilos de poids en trop, je vais vous préconiser un régime qui est la meilleure solution pour que vous perdiez ce poids. Tout de suite, vous avez la voix là, qui dit oui, mais attention, les rondeurs ça a du bon, et puis l'alimentation, et puis les régimes, qui va s'enclencher, et qui va venir d'une certaine manière vous contredire. Hein, et ça peut se traduire vraiment chez nos patients par de la contradiction. Ah oui, mais en même temps, vous me parlez de régime, mais j'ai absolument pas envie de me priver, j'ai pas envie de compliquer la vie de mes proches en leur imposant un régime, mais je travaille, donc je ne peux pas adapter mon alimentation quand je mange avec les collègues au restaurant d'entreprise. Enfin, vous voyez, ça va être tout ce genre d'opposition. Alors il y a deux types de réactions comme ça un petit peu en opposition, hein, j'en ai déjà parlé, c'est la réactance et la résistance. La réactance, ça va être vraiment une opposition directe à ce que vous venez d'évoquer. D'accord ? Donc là, c'est visible, c'est frontal, alors de manière un petit peu schématique, caricaturale, mais c'est l'adolescent à qui le parent, justement, avec ce réflexe correcteur, va vouloir lui expliquer ce qu'il doit ou ne doit pas faire, et l'adolescent qui, évidemment, va réagir violemment en opposition, en réactance. Puis vous avez la résistance. Alors là, c'est un petit peu plus subtil. C'est-à-dire, vous avez des gens qui vont être là et qui vont vous dire « Oui, oui, d'accord, effectivement, vous avez raison, je vais faire ce que vous me demandez de faire. » Mais en réalité, ils ne sont absolument pas engagés dans la thérapie. Et donc le changement ne va pas se produire. Et ça, quand je vous parlais d'ambivalence de ces patients qui arrivent dans le cabinet, alors c'est intéressant parce que quand je vous ai parlé tout à l'heure d'ambivalence des patients qui rentrent dans votre cabinet, je vous ai dit qu'ils étaient la plupart du temps d'accord et conscients qu'ils devaient changer, mais pas toujours en réalité, parce que vous avez aussi, moi j'en ai eu de nombreux et je pense que c'est votre cas aussi, vous avez aussi des patients qui ont été amenés par un proche. Leur femme qui leur a dit « Écoute, c'est plus possible que tu fumes autant, ça nous empoisonne au sens propre et figuré la vie, donc il faut que tu consultes cet hypnothérapeute qui va t'aider à arrêter de fumer. » Donc là, vous avez en face de vous un patient qui n'est même pas forcément conscient réellement qui doit changer. Oui, c'est ma femme qui m'a demandé de venir. Hein. Bon, je dis ça avec les hommes et les femmes, on peut évidemment l'inverser totalement. Donc, ça va être intéressant, et vous allez devoir être attentif à cette résistance sournoise qui peut s'installer. Vous avez un patient un petit peu trop docile qui va dans votre sens, oui d'accord, et puis il n'y a aucun résultat qui se met en place.
Donc voilà pour ce réflexe correcteur, sa faiblesse à cause de cette ambivalence dans laquelle sont nos patients. Et donc maintenant, l'entretien motivationnel va nous donner des clés pour éviter de tomber dans ces travers. Donc en réalité, ce que l'entretien motivationnel va s'efforcer de faire, c'est nous faire sortir d'une posture dans laquelle on pourrait tomber, où on essaye de convaincre finalement le patient qu'il doit changer, et avoir une posture totalement différente où on va le guider, souvenez-vous de cette notion de guide, on va le guider pour qu'il comprenne et que de lui-même, il mette en place le changement nécessaire. Alors pour faire ça, on va avoir plusieurs moyens, on va en voir un très concret juste après, mais globalement, on va pouvoir l'aider à se poser certaines questions en lui posant nous-mêmes certaines questions. On va pouvoir lui donner des informations, ça peut être ça aussi, on va pouvoir s'appuyer sur des informations factuelles pour l'emmener vers le changement. On va pouvoir travailler sur notre propre attitude dans le contexte de la thérapie. Et là, ça renvoie à cette autre vidéo que j'ai faite sur la relation thérapeutique. Comment est-ce que moi, par mon attitude, je vais pouvoir, d'une certaine manière, guider le patient vers une attitude plus fonctionnelle. Voilà. Et puis on va aussi pouvoir l'aider, et ça, notamment en hypnose et dans d'autres thérapies brèves, entre guillemets, peut être des choses qu'on va beaucoup utiliser, c'est qu'on va l'aider à se connecter à certaines émotions puissantes qui vont être des catalyseurs très forts du changement. Alors, l'entretien motivationnel nous donne 5 questions très simples que vous pouvez immédiatement, là, après cette vidéo, mettre en œuvre dans votre pratique thérapeutique. La première de ces questions, ça va être tout simplement de lui demander « Pourquoi voudriez-vous mettre en place ce changement ?» Donc typiquement pour un fumeur, pourquoi voulez-vous arrêter de fumer? Première chose. Donc là, vous allez créer, générer une réflexion et vous allez surtout, rappelez-vous de ce concert de voix dans la tête de votre patient, donner la parole à la voix qui est pour le changement, pour arrêter de fumer. Donc c'est hyper important, donc vous la renforcez cette voix-là. Deuxième question, c'est de lui demander comment pourriez-vous vous y prendre pour mener à bien ce changement. Donc j'adore cette question. Là, on connecte vraiment directement le patient à ses ressources propres. Et encore une fois, on donne la parole à toutes ces voix et toutes ces ressources intérieures qui sont bénéfiques pour le changement. Parce que très souvent, vous savez, les patients ont la solution et ils la connaissent. Simplement, ils n'arrivent pas à la mettre en œuvre. Donc avec cette question, vous potentialisez cette capacité, cette autonomie au changement de vos patients. La troisième question, c'est quelles sont les 3 meilleures raisons pour lesquelles vous devez effectuer ce changement. Alors cette question est extrêmement puissante parce qu'elle va connecter le patient souvent à des choses émotionnelles très très fortes. Parce que cette personne qui veut arrêter de fumer, très souvent, qu'est-ce qu'elle va pouvoir vous dire ? Elle va pouvoir vous dire, par exemple, et souvent en pleurant, c'est tout à fait possible, ce qui va vous montrer un petit peu qu'elle est connectée à son émotion, oui, que si elle arrête de fumer, c'est pour éviter d'avoir un cancer, de mourir prématurément, et donc de priver ses petits-enfants ou ses enfants d'un père ou d'une mère, vous voyez ? Donc ça va être des choses émotionnelles très très fortes auxquelles vont se connecter les patients, ils vont s'y connecter d'autant plus qu'ils vont les verbaliser et les partager avec vous, qui êtes leur thérapeute. Alors la 4e question, c'est à quel point est-ce important pour vous d'effectuer ce changement et pourquoi? Donc là, on est un petit peu dans la même philosophie, dans la même lignée que la question précédente, avec les 3 meilleures raisons. Mais là, on va vraiment aller se focaliser sur la raison principale, essentielle. Et donc notre fumeur, qui peut-être à la question précédente vous a dit oui, c'est parce que j'ai des problèmes de santé, je suis essoufflé, je peux pas, je fais plus autant de sport qu'avant. Ok, très bien. Une raison. Deuxième raison, c'est vrai que j'ai une vraie dépendance, je pense toujours à la cigarette, c'est vraiment compliqué. Deuxième raison. Troisième raison, on va commencer à arriver à des choses un petit peu plus profondes. Ah oui, c'est vrai que il y a aussi mes proches, quoi, parce que si j'arrête pas de fumer, je risque de mourir prématurément d'un cancer. Mais vous voyez, là, on est sur des raisons qui peuvent être encore un tout petit peu superficielles, d'accord? C'est les autres, finalement. À chaque fois, c'est les autres, c'est une activité, c'est l'extérieur. Avec cette question-là, vous allez vraiment vous connecter à des choses plus
profonde. Ce fumeur pourrait arriver à la conclusion que, bah oui, mais tout ça, d'accord, c'est une chose, mais mes enfants, les privés de leur père, mais là, la vraie raison, bah, c'est que moi, je suis mort de peur, en fait. Je suis terrifié, en réalité, de décéder dans la douleur, dans la souffrance à cause de ce tabagisme. Et là, si votre patient arrive à se connecter à cette raison principale, bah, j'ai envie de dire que la thérapie est quasiment gagnée. Et la dernière question, eh bien, ça va être de lui dire « Et maintenant, que comptez-vous faire ?» Donc vous avez généré par cette série de 4 questions eh bien, une compréhension, le fait que voilà, vous ayez donné la parole à ces voix qui sont pour le changement, hein, pour le discours changement, vs le discours maintien, qui sont ces voix qui ne veulent pas changer. Donc vous avez donné la parole au discours changement et vous en profitez pour lui dire, eh bien maintenant, qu'est-ce que vous comptez concrètement faire? Voilà, d'accord? Et vous passez à l'action. Donc là, vraiment, vous avez un protocole, un mini-protocole que vous pouvez appliquer dans tous les domaines, dans toutes les disciplines, que vous soyez thérapeute manuel, que vous soyez hypnothérapeute, enfin, quelle que soit votre discipline, et qui va être une clé très intéressante et très simple à mettre en œuvre pour guider un petit peu votre entretien de prise en charge de votre patient. Voilà ce que j'avais à partager avec vous. Écoutez, j'espère que ça vous a passionné autant que cette discipline, l'entretien motivationnel, me passionne. Et je ferai d'autres contenus pour aller beaucoup plus loin et beaucoup plus profond dans cette discipline. Je vous souhaite une excellente pratique. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce contenu vous plaît, si vous en voulez d'autres. Et bien écoutez, likez évidemment la vidéo si elle vous a plu et je vous dis à très vite.